Des années que je me suis rendu compte que, comme certains qui sommes dans la recherche appliquée, que l'articulation entre la production de connaissances et l'action, qui est une action, on va dire, pour qu'il se passe un changement, pose des tas de questions. Et pour les chercheurs en particulier, la question c'est toujours est-ce que j'ai une motivation pour l'action? Est-ce que je fais autre chose que de la production de connaissances qui se transforme en publication, en statut social, en prestige, etc. Ou il faut, je ne sais pas si je dois regarder. Donc ça pose déjà la question, est-ce que je suis motivé pour ça? Quelle est ma motivation première? Ou est-ce que je suis finalement juste motivé pour être un observateur extérieur? Et puis une fois que tu passes au-delà du problème de motivation, se pose la question des outils, ou des approches, ou des méthodes. Et avec un risque particulier qui est, c'est moi le chercheur qui vais tout contrôler, donc je me mets dans l'action et je décide et je trouve des formes d'action qui me plaisent et j'essaye d'enrôler les autres dans mon schéma. Avec beaucoup de la recherche participative, je pense un peu suivi ce schéma. On demande aux autres de venir participer dans mon schéma. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui dans ces trucs multi-acteurs, c'est finalement de se dire est-ce que le chercheur doit être forcément le leader? Est-ce qu'il peut être simplement un participant avec éventuellement la perte de sentiment de contrôle que ça accompagne, qui est très déstabilisante pour les chercheurs qui ont quand même été formés, tu vois, pour être en contrôle de leur recherche. Et donc tu rentres dans une action où tout d'un coup les choses t'échappent, les temps t'échappent, les problématiques t'échappent, parce que moi j'arrive avec une problématique très particulière, je dis je vais regarder ça, et dès que tu es dans un contexte multi-acteurs qui ne sont pas des autres chercheurs, les gens te poussent dans toutes les directions. Donc moi je pense que c'est un vrai défi personnel d'apprendre de nouvelles façons de se comporter, un défi professionnel puisque les outils ne sont pas forcément là et qu'on a des institutions dont les motivations ou les règles de fonctionnement t'aident pas forcément à prendre ça en charge. Je dis ça, on appelle ça Joint Learning in Innovation Systems. Et on a eu beaucoup de mal à faire sens de ce joint learning qui avait été un petit peu arrivé, ça faisait un très beau titre de projet, je lis ça en plus en français, ça fait presque un jeu de mots. Et en fait on s'est dit qu'est-ce que ça veut dire joint learning? Est-ce que conduire des... Alors on a fait des études comparatives, on va dire, on s'est donné un cadre. Et on avait l'intention à un moment de dire que ces équipes qui devaient faire du travail commun devaient avoir des chercheurs, devaient avoir des acteurs locaux, des étudiants, et que ça allait permettre un joint learning, intégré, et en fait, on s'est rendu compte que les chercheurs n'ont pas perdu le contrôle, ou n'ont pas cherché à perdre le contrôle. On a eu du mal j'allais dire, la motivation des acteurs locaux pour simplement faire de l'apprentissage autour de leurs expériences, c'est pas forcément ça qui les motive le plus. Eux, ils auraient peut-être voulu qu'on les accompagne dans des solutions à des problèmes qu'ils ont ou à des désirs, des envies qu'ils ont d'aller plus loin. Et donc leur proposer un exercice de comprendre leur situation, ça pouvait peut-être sembler insuffisant. Donc nous dans Jolissa, on a essayé. Je crois que dans certains cas, on a les premiers, alors comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? On a les premiers signes que les gens ont appris quelque chose dans cet exercice et seraient intéressés à aller plus loin. Mais Jolissa lui-même n'a pas les moyens d'accompagner cette nouvelle phase. Donc on s'arrête un petit peu court, on avait essayé, tu sais que les appels de projets, arriver à avoir 2 projets qui se suivent, c'est des choses compliquées, il y a eu des tas de... Une deuxième chose qu'on a, et ça c'est une richesse je dirais de Jolissa qu'on va essayer d'exploiter, c'est finalement on a quand même eu des cas très très variés. Je ne sais pas si tu as pu entendre, on a des cas qui sont de la recherche, de l'innovation totalement locale, des cas plutôt, on va dire, d'échecs relatifs des dispositifs de recherche-développement, des cas intermédiaires, des cas sur des très longues échelles. Donc je pense que ce capital d'expérience va pouvoir être valorisé. C'est difficile d'avoir un cadre commun. Je pense que tu as déjà remarqué que quand des gens te parlent même d'une chose aussi simple qu'une innovation locale, tu leur demandes qu'est-ce que tu mets dans le local. Il y en a pour le local, il n'y a rien qui doit être venu de l'extérieur. Il y en a pour le local, c'est du local déjà combiné. Donc tous les mots posent question. Quand on dit dans Jolissa, c'est qui les acteurs qui ont participé, on n'a pas la même définition de qu'est-ce que ça veut dire participer. Un acteur du privé qui nous a vendu un sac d'engrais, est-ce qu'il a été acteur du processus d'innovation où on a travaillé sur l'accès à l'engrais? Ou est-ce qu'il a été simplement un fournisseur de services? Donc on voit que ces notions-là,
Et je pense que pour l'action collective, entre différents acteurs, trouver un vocabulaire commun et des concepts communs, pas forcément communs au sens académique, mais des choses qui permettent aux uns et aux autres de se comprendre quand on dialogue et plus que le dialogue, c'est quand on essaye d'avancer ensemble. Et je pense que ça, dans Jolissa, on a fait un premier pas. On est passé d'un grand chaos conceptuel à un moindre chaos conceptuel. Avec les acteurs locaux, bon, je pense qu'il y a certaines choses, par exemple maintenant l'idée qu'il y a un processus d'innovation et pas seulement des technologies, c'est au moins une première conscience qui est là, ben oui, il y a peut-être des choses dont on ne parle pas quand on parle de nos expériences.